Un plateau, 2 invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Mais pour commencer, petit aparté. Premier invité, qui êtes-vous ? Marc Gentilini. J'ai créé et dirigé pendant 30 ans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ensuite, j'ai présidé pendant 7 ans et demi la Croix-Rouge française. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Parce que j'ai été parmi les premiers, le premier peut-être, à prendre une position claire contre les choix qui étaient avancés par les décideurs politiques dans cette pandémie annoncée et qui ne venait pas. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Donc, je m'appelle Jean-Paul Moati, je suis professeur d'économie de la santé à l'Université de la Méditerranée à Marseille et conseiller auprès du directeur de l'Institut de microbiologie et des maladies infectieuses qui s'est occupé de la recherche sur la grippe. Et pourquoi vous pour ce débat ? Ça, c'est une question difficile. Peut-être parce que les sciences économiques et sociales ont été assez peu entendues et prises en compte dans les décisions conduites par le gouvernement dans la gestion de l'épidémie de grippe et que donc ça pouvait être utile de faire appel à un expert du domaine. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Allez, on commence, première partie. Une pandémie, c'est d'abord une définition. Or, la définition a changé. La pandémie, pour les gens de ma génération en tout cas, impliquait que les symptômes soient des symptômes graves. Et que la notion de pandémie, c'était la fièvre jaune, le choléra, le typhus exanthématique, toutes ces affections qui étaient les maladies pestilentielles, les maladies quarantenaires, et qui effrayaient tout un chacun. Là, une maladie qui survient, dont on nous dit qu'elle va entraîner la chute du ciel sur la tête des hommes, et puis il ne se passe rien, on fait des dépenses invraisemblables, et on apprend que ça va venir. Les épidémiologistes en chambre, ceux qui travaillent derrière des ordinateurs et qui n'ont aucun contact avec les malades, évidemment, prédisent aux décideurs politiques qu'il va y avoir 10 000 morts au moins, 30 000 probablement, et 95 000 au maximum pour la France seulement. Ils prennent comme référence la grippe espagnole, ou bien la grippe aviaire, c'est-à-dire 2 guerres qui, l'une a été très meurtrière, mais en d'autres temps, et l'autre, c'était avant les antibiotiques, et l'autre qui a annoncé comme mortelle, dramatiquement mortelle pour le monde entier, n'a pas fait un seul mort en France. Alors, pandémie, je veux bien un drôle de titre, une drôle d'aventure, une drôle de mésaventure. Oui, enfin, je suis pas tout à fait sûr qu'il faille pas un peu nuancer votre approche très, très critique. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut éviter 2 écueils dans cette affaire. Il faut éviter ce que je pourrais appeler l'illusion rétrospective et inversement l'autosatisfaction systématique. L'illusion rétrospective, c'est de juger à la lumière de ce qu'on sait maintenant, des décisions qui ont été prises à un stade bien antérieur de l'épidémie ou la pandémie, comme vous voudrez, alors qu'on avait beaucoup moins d'informations. De ce point de vue, il faut quand même reconnaître que quand les premiers cas sont arrivés au Mexique notamment, il y avait des raisons légitime de s'inquiéter. Si, il y avait des raisons légitimes de s'inquiéter. D'abord parce qu'effectivement, il y avait une certaine parenté entre le virus H1N1 et puis justement le virus de cette fameuse grippe espagnole que vous avez
évoqué du passé, et puis aussi parce que contrairement à ce qui se passe, et vous le savez aussi bien si ce n'est mieux que moi, dans la grippe saisonnière, qui touche à peu près toutes les générations, mais qui fait essentiellement des décès chez les personnes âgées, là on avait une mortalité, certes limitée, mais qui frappait aussi bien des jeunes que des vieux. Et d'ailleurs ça a été confirmé depuis. Donc il y avait des raisons de s'inquiéter. Inversement, on était dans une situation qui, effectivement, relève au sens strict de ce qu'on peut appeler le principe de précaution. On distingue prévention et précaution quand, justement, on n'a pas, sur des paramètres clés, de données sérieuses qui permettent de vraiment estimer la gravité du phénomène et sa probabilité. Et là, je vous rejoindrai dans une critique de ce qui a été fait, aussi bien par l'OMS que par les pouvoirs publics en France, c'est que dans des situations de ce type, où on est obligé de faire des scénarios, mais dans l'incertitude, la clé, le maître mot, tout ce que nous ont appris la gestion des crises dans des tas de domaines, y compris le nucléaire, d'où je viens, c'est qu'il faut garder de la flexibilité. Il faut éviter de prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. Il faut être capable de changer de politique d'une certaine façon. Ce qui n'a pas été fait. Et effectivement, dans la façon dont l'épidémie a été gérée, notamment en France, on a pris un certain nombre de décisions de façon assez unilatérale, en ne gardant pas suffisamment de capacité de réviser ce qui était prévu en fonction des événements, et comme vous l'avez rappelé, en appliquant de façon un petit peu mécanique le plan qui était disponible, c'est-à-dire le plan pour le SRAS, la grippe aviaire, qui était une épidémie d'un ordre tout à fait différent, parce que heureusement elle se diffusait pas très rapidement, mais dès que les personnes en étaient atteintes, il y avait un taux de létalité terrible, genre science-fiction. Et donc on a pris ce plan, on l'a étendu à un cas de figure qui s'est très vite avéré différent, et sans se donner les moyens de réviser les probabilités, de réviser les politiques. Oui, mais c'est grave, parce que ce sont des généraux sanitaires qui ont conduit la guerre sur des plans des guerres passées. Et la position figée des décideurs, et quand je dis décideurs, je ne vise pas particulièrement les décideurs politiques, je vise d'abord les décideurs sanitaires, ceux qui sont les experts, un mot dont je ne sais pas très bien ce qu'il renferme, ce qu'il qualifie, enfin les experts sanitaires se sont plantés. Et ils se sont plantés au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, qui a quand même diffusé des messages terroristes, des messages qui étaient affolants, qui pouvaient semer la panique dans le monde entier, à partir de cas, vous parliez du Mexique, mais on a révisé un peu l'analyse des cas mexicains. Ça n'était pas tout à fait ce qui était annoncé au début. Alors, je crois que l'Organisation mondiale de la santé, qui est le phare sanitaire du monde, qui ne devrait pas se tromper, qui devrait indiquer la marche à suivre, eh bien, l'a mal fait lors de l'émergence du sida. J'ai vécu ça en direct, et on peut dire quand même que l'OMS a sous-estimé l'importance de cette maladie en Afrique notamment, et qu'il a fallu attendre 1992 pour qu'elle permette aux chefs d'État africains de reconnaître qu'il y avait une épidémie grave qui frappait avant tout le cœur de l'Afrique. Et alors elle a péché par déni, et maintenant elle s'est crue obligée de pécher par excès. Et c'est cela la faute principale des experts. Elle est d'abord à l'Organisation mondiale à Genève. Ensuite, elle est aussi dans nos pays. Je suis un peu frappé de voir qu'aucun d'eux n'a émis que l'hypothèse d'un scénario moins catastrophique pouvait être le plus vraisemblable. Pourquoi vouloir absolument la catastrophe ? Pourquoi vouloir imposer la catastrophe ? Et puis dès le mois de juillet, on voyait bien par l'analyse de ce qui s'était passé dans l'hémisphère austral que ce n'était pas tout à fait ce qui était annoncé qui allait réellement survenir. Or, ce manque d'analyse, ce manque de souplesse, vous en parliez tout à l'heure, moi je trouve que ce sont des erreurs techniques, sanitaires, et ma démarche, elle est de dire halte à la démesure et halte à l'indécence. Je rappelle souvent dans cette aventure-là que ça coûte 2 milliards
et demi d'euros pour faire à peu près cette aventure grippale en France, et que pour un nombre de morts à peu près égal à celui des morts de la rue pendant le même temps pour pas un centime. À eux, on n'a rien consacré. Donc il y a quelque chose qui, au point de vue santé publique, me choque et me blesse. Alors d'abord, ça me fait plaisir qu'un médecin de santé publique développe un raisonnement qui en fait est un raisonnement d'économiste, c'est-à-dire disent on aurait pu utiliser cet effort pour obtenir des résultats sanitaires meilleurs. Et je vous suivrai, mais seulement jusqu'à un certain point. Je crois qu'il y avait quand même des raisons de s'inquiéter. Et en particulier, il y avait ce problème qu'on a rencontré, même si, Dieu merci, les cas sont restés limités, circonscrits et rares, de ces jeunes adultes ou de ces femmes enceintes, sans aucun facteur de risque connu. Il apparaît aujourd'hui, avec le recul, qu'il y avait peut-être des éléments de prédisposition génétique qu'on commence à identifier. Les Anglais travaillent là-dessus. L'Institut de microbiologie et maladies infectieuses, auquel je suis relié, travaille aussi là-dessus, semble confirmer ce fait, mais on ne le savait pas à l'époque. Donc il y avait des gens sans facteur de risque, jeunes, des femmes enceintes qui faisaient des décompensations dont certaines se traduisaient par des décès brutaux. Donc il y avait de quoi s'inquiéter. Là où... Est-ce que je peux vous interrompre ? Bien sûr. Parce que on s'est inquiété et on a inquiété les autres bien avant ces cas. Combien de temps a-t-on mis pour... Enfin, c'était indécent aussi d'entendre le soir aux informations un mort. On annonçait les morts sains, ceux qui étaient morts sans facteur de risque. Et ça devait conforter la politique des décideurs. Or, c'est ça que je trouvais indécent, que je trouvais un peu malhonnête. Et contre ça, il faut s'élever parce qu'il ne faut pas que ça recommence. La première chose, c'est que je ne crois pas que ça soit uniquement une question d'erreur des experts sanitaires. Dans le cas français, d'après ce que je peux savoir, sont intervenus dans la gestion de cette épidémie, pas simplement le ministère de la Santé, et très vite, d'autres éléments, et notamment le ministère de l'Intérieur, pour des raisons éminemment politiques, sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure, ont joué un rôle important. Ça, c'est la première chose. Et je pense que ces considérations ont aussi joué au niveau du système de l'ONU en général. Donc, pas totalement haro sur l'OMS, haro sur l'ensemble du système de décision politique, aussi bien en France qu'au plan international. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a un vrai problème avec l'usage de sens commun, mais malheureusement, les politiques font plutôt un usage de sens commun que d'un usage vraiment scientifique et technique de ce fameux principe de précaution. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, le principe de précaution ? C'est que quand on ne sait pas grand-chose, on est dans l'incertitude. Donc en gros, on a pour certains paramètres clés des probabilités qui peuvent aller de 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque, jusqu'à 1, le risque est maximal, c'est certain qu'on va avoir la catastrophe. Donc on peut imaginer des scénarios. L'idée, c'est de se prémunir par rapport à d'éventuels scénarios catastrophes. Mais le problème, c'est que quand on est dans cette logique de scénario catastrophe, il peut toujours y avoir quelqu'un dans la salle qui lève le doigt en disant « Vous avez prévu un scénario catastrophe, mais moi, je vous en préviens un pire encore. » Et on ne s'en sort jamais. Et ce qui est certain, c'est que nous mourrons tous. Hein, et qu'il faut rappeler à chacun que nous sommes mortels et que la catastrophe, c'est ça. Ça arrivera tôt ou tard pour chacun d'entre nous. Moi, je pense que si on vit dans cette ambiance-là, d'une catastrophe permanente, immanente, c'est créer un stress dans la société, et c'est ce qui a été fait, ce que je reproche aussi. On a, au moment où la société française était déjà stressée par une crise économique et sociale grave, on en a rajouté, on a fait une crise sanitaire en plus, et on n'a pas su décortiquer ce qui était probable de ce qui était incertain. Et on a utilisé... Si je peux me permettre, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que là, la responsabilité n'est pas simplement des experts sanitaires, ni même s'ils ont leur part de responsabilité des responsables de la santé publique, elle relève d'un climat
intellectuelle qui a été entretenue beaucoup plus largement, et elle relève aussi, excusez-moi, d'un pouvoir politique, pas simplement en France, mais notamment en France. Excusez cette... Non, mais qui a tendance à quelque part politiser ce genre de choses. Quand on a un président de la République qui monte au créneau parce que l'Eurostar arrive en retard ou parce qu'il y a un problème à la gare Saint-Lazare, c'est-à-dire qui quelque part politise de façon excessive un certain nombre de problèmes qui sont sérieux, mais qui sont des problèmes qui doivent relever avant tout des corps intermédiaires et d'une approche technique scientifique avec toutes les limites de ces approches, on crée un climat de travail pour les experts, et on pourrait dire la même chose au niveau international. C'est pas spécifique à la France, qui est pas extrêmement propice à une approche rationnelle. Très clair. Je vous donne un exemple, effectivement, des choses où j'estime qu'il y a eu des erreurs. Pour qu'une vaccination généralisée à toute la population ait un effet de santé publique, il fallait démarrer cette vaccination bien avant le pic épidémique. Oui, ça D'accord ? c'est évident. On a démarré, c'est évident, hein, même intuitivement on peut comprendre ça. On a démarré de facto la vaccination à l'échelle de la population vers la fin du mois de novembre, c'est-à-dire une semaine seulement avant le pic épidémique. Et donc il aurait été beaucoup plus rationnel de ne pas faire une espèce d'appel généralisé à la vaccination de la population, mais de se concentrer sur les groupes les plus à risque, où d'ailleurs, les enquêtes que nous avons faites en population l'ont montré, l'acceptabilité de la vaccination était beaucoup plus forte. On peut parler des femmes enceintes, on peut parler des personnes qui avaient des problèmes de maladies chroniques respiratoires qui effectivement les rendaient fragiles. Et laisser pour le reste de la population, celle-ci faire son calcul risque-bénéfice et éventuellement aller ou ne pas aller, si elle le souhaitait, voir son médecin généraliste. Et d'ailleurs, finalement, comme toujours, les gens sont plus intelligents qu'une partie des experts. La grande partie des Français qui ne sont pas allés se faire vacciner étaient effectivement des gens pour lesquels, entre la perte de temps que représentait la vaccination, les risques même limités d'effets secondaires, et le bénéfice individuel qu'il pouvait en ressortir, c'était pas très évident pour beaucoup d'entre eux d'aller se faire vacciner. Ils ont été finalement assez rationnels d'être d'accord avec vous et partiellement avec moi et de ne pas y aller. Oui, la vaccination de masse est toujours une vaccination risquée. Et tous ceux qui ont été confrontés à des vaccinations de masse en Afrique ou ailleurs, au Brésil également, savent bien que ça comporte des incidents qui ne sont pas dus le plus souvent au vaccin lui-même, mais qui sont dus à la stratégie vaccinale. Or, c'était un risque considérable que prenait le ministère de la Santé, sans discussion préalable, sans concertation, de décréter une politique de vaccination généralisée qui ne s'imposait pas au demeurant, puisqu'on pouvait couper la transmission du virus sans vacciner la totalité de la population. Mais ce qui me choque, c'est que cette décision a été prise, en plus, en cassant le réseau sanitaire du pays. Comment peut-on imaginer une direction de la santé qui décide, qui entérine une décision de vacciner toute la population en disant pas les médecins généralistes? Comment peut-on faire avaler dans l'opinion publique que les médecins généralistes sont des gens indispensables, sont des médecins de proximité, que c'est là ce qui nous manque le plus en France pour aujourd'hui et pour demain, et leur dire que quand arrive une catastrophe annoncée comme celle-là, ils n'ont pas à s'en mêler. Surtout pas le médecin généraliste, surtout pas même les centres de vaccination hospitaliers. Mais ces centres qui étaient hyper spécialisés, tout à fait prêts à entamer ce combat, à prendre en charge les consultants, interdits de vaccination. Au pire, même, on peut citer que le centre de vaccination, on peut rappeler que le centre de vaccination de l'Institut Pasteur n'était pas autorisé à vacciner. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie de guerre, cette mobilisation générale, cet appel à l'armée, cet appel aux scouts, cet appel à la Croix-Rouge, aux pompiers? On a assisté à un scénario catastrophe entièrement monté, préjudiciable à tout le monde, parce qu'on a tout désorganisé. C'est exactement, en cas de crise grave, ce qu'il ne faut pas faire.
Alors sur ce point, je vous rejoins totalement. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre par exemple que parmi les experts, ou en tout cas parmi les gens qui ont conseillé les responsables politiques, ça devait manquer cruellement de personnes qui, comme moi, modestement, savent un petit peu ce que c'est que l'acceptabilité des choses par la population, l'économie, la sociologie. Pourquoi? Parce que quand on lit, comme je l'ai fait, toute la littérature scientifique publiée sur le sujet, on voit qu'en matière d'acceptabilité de la vaccination pour la grippe saisonnière, quel est le paramètre clé qu'on retrouve partout dans le monde, et notamment en France, c'est le fait que les personnes qui vont accepter cette vaccination, qui vont la faire effectivement, sont celles qui ont été conseillées et conduites à le faire par leur médecin de soins primaires. Donc en France, le généraliste, dans d'autres pays où c'est différent, ça passe par d'autres canaux, mais c'est la même chose. Et effectivement, là, on a un exemple d'irréversibilité qui aurait pu être évité, parce que ce qu'on m'a expliqué, des raisons pour lesquelles on n'a pas recouru aux médecins généralistes, c'était qu'il fallait conditionner le vaccin par flacon de multidose, et que donc, pour éviter un gaspillage de vaccins sous prétexte que certains médecins ne pourraient pas vacciner 10 personnes dans la journée, et qu'une fois qu'on avait ouvert le flacon, on risquait de jeter les doses. Donc pour ce point qui est un point mineur de logistique, on a créé une irréversibilité en matière de politique qui est passée à côté du système. Et si le médecin généraliste avait perdu quelques doses sur le flacon multidose de 10 doses, eh bien on aurait finalement, malgré cela, vacciné beaucoup plus de personnes. Tout à fait. Et puis de toute façon, on ne peut pas avoir deux paroles. Quand on dit qu'il faut renforcer le réseau des généralistes, il ne faut pas le priver d'être un acteur au moment clé. Pour qu'une vaccination soit bien acceptée, il faut un bon vaccin. Et je crois que les vaccins, globalement, étaient bons. Quelques incidents, mais enfin, c'est pas grave. Et deuxièmement, qu'il y ait une bonne indication à cette vaccination. Or, c'est là que la bonne indication n'existait pas, et que dans les conditions que vous avez rappelées tout à l'heure. Et je crois que c'est dangereux, parce qu'il ne faudrait pas, à l'occasion de cette vaccination ratée, que le principe même de la vaccination soit remis en cause, et que l'opinion publique dise « Oh, pourquoi se faire vacciner ?» Non, il y a des vaccinations qui sont très importantes actuellement, contre la rougeole par exemple, dans nos pays où on l'a oublié. Contre la grippe saisonnière. Alors la grippe saisonnière, je ne suis peut-être pas d'accord avec vous. Parce que la grippe saisonnière, moi j'aimerais bien qu'à l'occasion de cette grippe extra-saisonnière, et qui finalement va devenir saisonnière, on fasse une évaluation de la grippe et de la grippe saisonnière classique et de sa vaccination annuelle. De l'avis d'un certain nombre d'experts, 60% des gens gardent des anticorps d'une vaccination d'une année à l'autre. Or, faut-il vraiment revacciner chaque année contre la grippe saisonnière les personnes même âgées? C'est les personnes âgées, une notion qui est à réviser aussi, parce que je ne pense pas à 65 ans, on soit de nos jours âgé. Mais pourquoi cette campagne très onéreuse, et qui rapporte aussi à certains, pourquoi ne fait-elle pas l'objet d'une évaluation? Le bilan de ces vaccinations annuelles contre la grippe saisonnière, il faut qu'on en discute. Vous avez raison. Ça serait naïf de ne pas reconnaître qu'il y a des intérêts qui interfèrent dans ces campagnes de vaccination, aussi bien la grippe saisonnière que H1N1, et que parmi ces intérêts, il y a ceux des producteurs de vaccins qui cherchent finalement légitimement, de leur point de vue, à faire le maximum de profit. Voilà. Encore faut-il que leurs objectifs soient alignés sur les objectifs de santé publique et les objectifs sociaux et les objectifs de bon usage des ressources dont nous disposons. Je crois qu'il faut quand même ne pas céder à la théorie du complot
qui a pu être présente sur Internet ou même sur certains plateaux d'information à l'occasion de cela. Il peut y avoir des conflits d'intérêts de tel ou tel expert. Il n'y a pas complot, mais il y a peut-être complaisance. Je dis pas que, pas complot, mais complaisance. Je crois qu'il faut distinguer une chose, c'est le conflit d'intérêts au sens strict, par rapport auquel il y a pu y avoir des problèmes dans le passé, il continue à y avoir des problèmes, mais où, aussi bien à l'OMS que dans les agences sanitaires en France, on a quand même fait des progrès significatifs dans la transparence des liens des experts avec telle ou telle firme ou avec tel ou tel groupe d'intérêts. Ça sera jamais parfait. On ne peut pas avoir le risque zéro contre le conflit d'intérêts, mais je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans ce sens. Par contre, il y a une autre question qui est plus subtile et plus difficile à gérer, surtout dans ces situations un peu tendues de crise, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le climat intellectuel d'ensemble dans lequel tout le monde baigne. Je crois qu'il y a vraiment cette question des équilibres dans le champ scientifique à un moment donné, lorsque c'est une pensée dominante, souvent d'origine anglo-saxonne, qui calibre les débats techniques dans les instances internationales, c'est pas forcément les bonnes solutions qui émergent, et il arrive parfois, pas toujours, que une pensée un petit peu différente, qui souvent peut venir des experts francophones comme vous, permettent de corriger le tir. Ça a été le cas sur le sida, ça aurait peut-être pu être le cas aussi sur H1N1. Mais ce qui est frappant, c'est que l'expert qui se trompe ne demande jamais pardon. Et qu'il n'y a pas de repentance dans ce domaine-là. Dans le domaine du sida, ceux qui ont ridiculisé, ceux qui disaient comme nous qu'il fallait l'ouverture aux médicaments des gens du Sud, eh bien, ont tourné leur veste. Après, je les ai rencontrés quelques années plus tard, ils étaient les défenseurs de cette politique, sans du tout rappeler qu'avant, ils étaient pour l'interdiction formelle de l'accès aux antirétroviraux. Donc c'est là aussi une leçon que nous pourrions retirer pour l'avenir. Et moi j'aimerais bien que dans le bilan qui sera fait, même s'il est un peu falsifié, de cet épisode sanitaire qui sera peut-être un exemple de ridicule dans les années à venir, j'aimerais bien qu'on dise que ceux qui se sont trompés ont décidé de réparer leur erreur, de réfléchir aux causes et à faire des propositions. Pour l'instant, ce qu'on entend, c'est si c'était à refaire, je le referais. Eh bien non, je pense que cette arnaque sanitaire et cette arnaque médiatique et cette arnaque économique doivent être discutées, mises sur la table, et on doit pouvoir faire le bilan de cette tragicomédie. Enfin, je suis d'accord avec vous que de la même manière... Pas tout à fait. Si, sur ce point, oui. C'est-à-dire que de la même manière, même si je n'aurais pas forcément des mots aussi durs, parce que je crois que c'est difficile de gérer les crises de santé publique. Mais pas à n'importe quel prix. Bien sûr, parce que y a... Enfin, là où je vous suis complètement, c'est que de la même manière qu'il faut éviter l'illusion rétrospective, il faut éviter ce que j'appelais l'autosatisfaction systématique, qui est de dire, certes, la réalité ne nous a pas donné raison, mais en fait, on a fait le job, comme disent les anglo-saxons, parfaitement, puisque on a pris les précautions maximales et qu'il fallait prendre les précautions maximales. Je crois qu'effectivement, il faut tirer des leçons pour voir comment, face à des futures crises ou menaces de crise sanitaire, on peut avoir des procédures d'expertise qui intègrent peut-être un peu plus de discipline, un peu plus de pluralisme et surtout beaucoup plus de flexibilité. Avant de prendre une décision, quand on ne connaît pas tous les paramètres, il faut comparer les différentes options, mais il ne faut surtout pas oublier, dans les critères qu'on utilise pour comparer ces différentes options, qu'une option qui crée beaucoup d'irréversibilité, c'est-à-dire par rapport auquel on ne pourra pas revenir en arrière si le choix qu'on a fait se révèle avec l'expérience un peu moins bon qu'on ne l'espérait, il faut donner une prime
aux options qui nous donnent plus de souplesse, qui nous permettent de revenir, de s'adapter à la situation. Et là, il y a sûrement ce des que je ne voudrais pas, c'est que le principe de précaution, qui est un bon principe en soi, soit détourné de son objectif et qu'il serve systématiquement à prendre en compte le scénario apocalyptique, à financer l'apocalypse. Et je pense que même si on finance le scénario catastrophe, ça ne servira pas à grand-chose. Car je suis convaincu que si vraiment il y avait eu une catastrophe, tous les plans qui avaient été mis en place auraient été débordés. Heureusement que la ministre de la Santé en France n'a pas suivi la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé qui réclamait le passage à la phase 6, qui était la désorganisation, une mobilisation générale du pays qui entraînait l'immobilisation générale de la nation. Heureusement que nous n'avons pas fermé toutes les écoles, fermé le métro, les aéronefs au sol, etc. C'est vraiment quand on songe à quoi on a échappé par des critiques qui ont commencé à se faire jour et qui n'ont pas été prises en compte par les décideurs peut-être, mais qui quand même ont infiltré les médias, qui ont commencé à poser des questions. Et si ce n'était pas la catastrophe absolue? Alors, il y a une réflexion à conduire pour l'avenir, pour que ces décisions ne soient plus prises de la même façon. Et vous avez évoqué tout à l'heure le rôle des autres ministères. C'est vrai que le ministère de la Santé a été dépossédé de sa décision et que ce sont finalement des préfets, directeurs de cabinet ou autres, de hauts fonctionnaires au ministère de l'Intérieur qui ont cru bon de décider à la place. J'ai fait une émission de télévision avec l'un d'eux, j'ai été surpris de l'assurance qu'il affichait dans des domaines qu'il ne connaissait pas, ou il ne connaissait que peu de choses, mais c'était lui qui décidait. Or ça, c'est mauvais. Ceci étant dit, il y a une conséquence, et je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'il faut quand même essayer de prévenir de cette crise. Ça serait qu'on jette le bébé des bonnes politiques de santé publique, y compris de la vaccination, au nom d'un certain nombre de critiques légitimes qu'on peut adresser à ce qui s'est passé avec H1N1. Là où je vous rejoins totalement, c'est que si on veut faire les choses bien, il faut construire des politiques de santé publique patientes. Sur le sida et la lutte internationale contre le sida, il y a eu une politique qui a été construite patiemment, avec des moyens mis en regard de cela, et qui a donné des résultats. Sur le domaine du cancer, il y a un plan cancer qui a été mis en place, qui aujourd'hui peut mettre la lutte contre les inégalités au cœur du dispositif qui a été mis en place, mais c'est un travail de longue durée, et c'est un travail où progressivement on met les moyens financiers en regard des objectifs. Je vous interromps. Les dépenses engagées pour la grippe A correspondent à 3 plans cancer. Je sais bien. Et c'est effrayant, c'est 750 millions d'euros pour 4 ans. Et c'est 3 fois ça qu'on aura engagé. Alors, il y a de quoi réfléchir tout de même, il y a des choix à faire, et je pense que les futurs ministres, directeurs généraux de la santé et autres, réfléchiront quand même à ce qui a été fait en cette période 2009-2010 pour une maladie annoncée comme la catastrophe du siècle et à laquelle nous avons heureusement échappé, pas du tout à cause de la vaccination, pas du tout à cause de la rééducation pour se laver les mains. Vous savez combien il y avait de temps proposé par l'Organisation mondiale de la santé pour se bien laver les mains, à condition qu'on ait un robinet et accès à l'eau courante. Il y avait 11 opérations détaillées en 11 schémas. Tout ceci est irréaliste et montre bien la faille, la cassure entre ceux qui font de la santé publique en chambre ou en immeuble à Genève et ceux qui sont sur le terrain, même s'ils ont été sur le terrain avant d'aller dans ces immeubles. Il y a un monde qui les sépare. Et je ne voudrais pas que les experts ne proviennent que de ce monde d'immeubles et qu'il y ait des experts de terrain. Vous avez fait allusion à ce qu'on pourrait étendre parmi les experts, c'est-à-dire un peu de société civile, sans démagogie aucune, impliquée pour une réflexion et pour une action mieux comprise et plus efficace.
C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.